dépôt de documents. On n'a pas de documents déposés. Alors, 10.05, Madame Parent, si vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, l'encadrement de la période de questions du public. La période de questions d'une durée de 60 minutes. On vous demande de vous présenter au micro et de donner votre nom, ainsi que l'organisation que vous représentez s'il y a lieu. Tant que toutes les personnes inscrites au registre n'auront pu s'exprimer, une personne ne peut poser qu'une seule question et les questions sur un même sujet sont limitées à 3. Veuillez éviter autant que possible les préambules pour permettre d'entendre le plus grand nombre de citoyens et vous adresser à la présidente, Mme Thuillier, qui redirigera vos questions au besoin. Merci. Alors, j'appellerai M. Alexandru Dobrescu. Oui, bonsoir, vous pouvez vous mettre au micro, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est juste une question? Bien, c'est une question, une réponse, une sous-question, puis une autre réponse. Parce que j'avais 2 questions. Ah, bien. Vous pouvez essayer de faire ça vite, mais d'habitude, c'est une question avec une sous-question. Je serai très, très bref. D'accord, parlez bien dans le micro pour qu'on vous entende bien, s'il vous plaît. La première sera les avis publics. Le 18 septembre a été promulgué le règlement sur les modalités de publication des avis publics de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Et si j'ai bien compris, les avis publics ne seront plus dans les journaux de quartier, le courrier ainsi que le journal des voisins. Je dois vous dire qu'il y a environ un mois, j'ai fait des porte-à-porte dans mon quartier. J'ai rencontré une quarantaine, peut-être plus, de résidents et personne n'était pas au courant de ce changement. Tout ce monde s'attend toujours d'avoir les avis, d'avoir cette interface avec vous par l'intermédiaire des journaux des quartiers. J'aimerais ajouter ici qu'il y a beaucoup de personnes qui sont âgées, qui n'ont pas d'Internet ou qui ne savent pas comment utiliser l'Internet, naviguer, etc. Ça veut dire qu'ils sont complètement en dehors de toute cette problématique. On parle ici à l'arrondissement. En conclusion, je vais vous demander de revenir sur cette décision et d'avoir la publication des avis dans les journaux de quartier, parce que pratiquement les gens lisent ces journaux et sont au courant juste par l'intermédiaire des journaux. Alors, vous savez que les avis publics, c'est une petite portion de toute l'activité municipale. Donc, l'arrondissement va continuer à mettre dans les journaux l'information sur les grandes consultations publiques. Quand il y a des projets d'urbanisme aussi qui sont majeurs, par exemple des démolitions et tout ça, il y a toujours un panneau qui est mis sur le terrain. Donc là, les gens sont vraiment mis au courant. Pour les avis publics, on est en train de regarder comment on peut mieux le faire. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà souvent vu des avis publics dans les journaux locaux. Ils sont là, mais personne ne les lit. Puis en fait, surtout, malheureusement, souvent les gens ne les comprennent pas parce que c'est écrit tout petit, la carte est assez peu lisible et c'est écrit dans un jargon qui n'est pas évident non plus. Donc les avis publics de manière très légale, parce qu'on se doit de continuer à les afficher, en fait de les transmettre de manière légale. Ils sont sur le site Internet de l'arrondissement, puis on est en train de réfléchir à comment on peut mettre dans les journaux un encart, mais avec des titres vraiment beaucoup plus parlants pour faire en sorte que les gens sachent qu'il y a un projet, puis ensuite aillent se référer sur le site Internet de l'arrondissement. Puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on met des ordinateurs dans les bibliothèques accessibles à tous pour que les gens, effectivement, qui n'aient pas Internet à la maison puissent aussi y avoir accès dans les bibliothèques et que la vie publique là, soit vraiment bien vue, puis la carte bien lisible aussi quand il y a des cartes dans les avis publics. Bon, je reviens, ce sont des gens très âgés qui ne sortent pas de chez eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'accès. Si j'ai bien compris de ce que vous m'avez dit, c'est que les avis, par exemple, de changement de zonage, de référendum ou des choses comme ça, vont être toujours dans les journaux? Pas forcément. Les avis complets vont être sur le site Internet de l'arrondissement. Je vous dirais que des avis de référendum, s'il y en a, oui, probablement qu'on va mettre quelque chose dans les journaux sans tout, là, mais ça arrive presque jamais des référendums. C'est vraiment, les avis en ce moment, c'est des choses très, très légales. Puis on est en train de réfléchir à comment mettre
une petite portion dans les journaux avec une information qui soit très compréhensible, mais pour le texte complet, de référer au site Internet de l'arrondissement. Mais ce changement a été fait pour quelle raison? Pour plusieurs raisons, puis je vous dirais que c'est pour ça qu'on a juste une question. Fait que là, c'est déjà la 3e réponse qu'on se donne, mais vous reviendrez une autre fois si vous le souhaitez pour une autre question. Il y a plusieurs raisons. En fait, il faut savoir que le gouvernement du Québec a justement légiféré récemment sur cette question à la demande des municipalités, parce que il y a beaucoup de municipalités en ce moment qui ont de la difficulté à faire avec des journaux locaux. Une chance, ce n'est pas le cas pour Antique-Cartierville. Nous avons des journaux locaux, mais ce n'est pas le cas partout. Et il y a des dates de tombée qui sont très, très précises. Et donc, le fait d'aller sur Internet nous permet beaucoup plus de flexibilité dans les dates de tombée pour donner, et vous savez, les journaux locaux, ils ne sont pas nécessairement distribués partout non plus. Il y a des gens qui ne les reçoivent pas pour une raison ou une autre. Donc, c'est une décision aussi en partie budgétaire, je peux vous le dire, parce que ça coûte très, très, très cher d'afficher dans les journaux locaux. Oui, vous le savez peut-être pas, mais ce sont des centaines et des centaines de dollars juste pour un petit encart dans les journaux locaux. Donc, on pense que de manière de gérer l'argent des contribuables, on peut faire mieux pour vous donner toute l'information sans avoir, comme je vous disais, des choses dans les journaux qui en plus souvent sont illisibles. Et les cartes, souvent, on ne voit même pas ce qui est écrit. Et donc, c'est pour ça qu'on donne la possibilité de tout mettre sur Internet et que ça soit beaucoup plus lisible et de faire en sorte qu'avec les économies qui soient dégagées, de vous informer sur tous les projets qui vous touchent. C'est vraiment notre préoccupation. Si vous parlez d'économie, n'oubliez pas, vous avez Chronique des élus, par exemple, une demi-page toujours dans le courrier d'Antic. Je peux vous dire que c'est beaucoup moins coûteux que tous les avis publics. Ne coupez pas dans les avis. Ça fait beaucoup. Quand on met la chronique des élus, c'est justement pour informer la population de tout ce qui se passe dans l'arrondissement, de venir au conseil d'arrondissement aussi et des principaux changements. Je ne peux pas juste vous répéter que ce sont des gens qui vont être mis au dehors avec cette décision. Merci. J'appellerai maintenant donc 2 personnes qui se sont inscrites ensemble. Je ne sais pas si vous venez tous les deux. Vincent Letellier, Madame Audrey Letellier. On était dissociés. Vous êtes 2 personnes? Il y a juste une personne aujourd'hui. Vous, c'est Vincent Letellier. Je vous le confirme. Bonjour à tous. Bonjour. Mesdames, messieurs. Donc, pour répondre à votre question, j'y viens. Je vous mets en contexte. On parle du contexte et de la crue de 2019. Donc, le sujet actuellement, il est question aujourd'hui d'entrée charretière immunisée, qui est une mesure de protection en plaine inondable. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, en d'autres mots, c'est une entrée de garage, qu'il y ait garage ou pas, qui est rehaussée et qui permet de protéger de l'eau d'inondation. Maintenant, je m'appelle Vincent Letellier, je représente ma mère, Audrey Letellier, qui habite sur la rue Notre-Dame-des-Anges à Cartierville, qui a été inondée en 2017 et 2019, entre autres. La problématique est la suivante. Sur son grand terrain, il y a une petite partie du terrain qui peut laisser passer l'eau d'inondation de l'arrière du terrain et du parc vers la rue. Lorsqu'il y a des inondations majeures, comme celles de 2017 et 2019, dans pareilles circonstances, la Ville érige un barrage temporaire, je mets l'accent sur le mot temporaire, pour empêcher cette eau d'atteindre la rue, ayant des répercussions sur la qualité de vie, autant pour ma mère que pour le voisinage. En termes de répercussions concrètes, vu que ça peut encore sembler vague pour certains, on parle d'impact de l'intervention de crues sur le terrain endommagé, générant des milliers de dollars de réparation à ses propres frais. Pour continuer, qualité de vie très éprouvée par l'ampleur et le bruit des interventions. Une crainte dans le voisinage de voir avancer cette eau sur le terrain, en parlant du terrain de ma mère, et vers la rue, les voisins étant aussi concernés par la problématique. Barrage mis en place, risque d'accident, problème d'accès, qui vivent et surveillance. Je pense que vous voyez qu'il y a un problème qui est assez large, un problème qui est important et qu'on tient à mettre de l'avant aujourd'hui. Il y a aussi d'autres détails que je n'ai pas mentionnés par faute de temps et qui sont présentés dans un document qui a été remis ce matin. Maintenant que je vous ai expliqué la problématique, la solution est la suivante. Ce qu'on veut faire, c'est une entrée charretière immunisée à cet endroit qui est une mesure permanente. Je mets l'emphase sur le mot « permanent ».
du long terme, de protection qui pourra régler le problème une fois pour toutes. En gros, c'est une entrée de garage rehaussée, protégée de l'eau d'inondation. Si de la bonne taille et assez haute, elle pourra faire obstacle à l'eau qui pourra alors rester à l'arrière du terrain. Le long barrage de la ville qu'on a vu en 2019 ne sera donc plus nécessaire à ce moment-là. Maintenant, l'obstacle administratif, car il y a un obstacle majeur dans ce dossier-là. Actuellement, l'entrée charretière immunisée est permise par le ministère de l'Environnement, même depuis le décrésis de cet été, dont tout le monde a entendu parler. Cependant, elle n'est pas permise par le nouveau règlement de contrôle intérimaire de la CMM étant la Communauté métropolitaine de Montréal, pardonnez-moi, et le règlement, je le cite, qui est le suivant, vous pouvez le prendre en note, le 2019-78. Maintenant, pour tenter d'éliminer cet obstacle, la solution, je pense qu'on se comprend. Ma mère entreprend actuellement des démarches auprès de la CMM pour faire modifier l'article du règlement qui cause problème, autant pour sa propriété, avec des conséquences graves, que ce soit pour elle, pour le voisinage, lors de toute crue d'exception. En passant, il y aura une rencontre de leur exécutif, je parle de la CMM en ce moment, à la fin du mois de novembre, mois en cours. Pour continuer, un texte a été rédigé... Excusez-moi, je vais juste vous inviter à conclure. J'y arrive parce qu'en ce moment, le dernier point est majeur. Et je vais conclure, je vais être très concis, je vous remercie, je vais être respectueux des autres gens présents dans la salle. J'en prends bonne note. Un texte a été rédigé, laissé pour vous, Madame la mairesse, et aussi pour vous, Madame Gianou, conseillère municipale. Le tout a été déposé ce matin ici au 555 rue Chabanel. Précisons que le même texte, en fait, aussi est envoyé à chacun des membres du comité exécutif de la CMM. Pour votre information, il semble que ça fait partie des devoirs du citoyen d'aviser l'arrondissement quand pareille démarche est effectuée. Et donc, pour continuer, précisons que vous, Madame la mairesse, et vous, Madame Gianou, êtes venus en personne voir les lieux pendant la crue. Les explications plus détaillées ont été transmises à Mme Gianou. À ce moment-là, M. Richard Blais, chef de division des permis, connaît aussi notre cas. L'arrondissement est tenu d'appliquer le règlement le plus sévère, dans ce cas-ci, celui de la CMM, qui interdit l'entrée charretière immunisée. Et on ne blâme pas l'arrondissement dans aucun cas. Maintenant, vous en êtes sûrement fort au courant, vous savez comme moi à quel point la sécurité et le bien-être de vos citoyens font partie des orientations de la Ville de Montréal et de la CMM, je crois bien. L'entrée charretière immunisée a justement un impact direct sur la sécurité et le bien-être de vos citoyens. L'enjeu fondamental est de mettre en place ce qu'il faut pour bien vivre en zone inondable. La question est la suivante. Madame la mairesse, pouvons-nous compter sur vous pour appuyer cette demande auprès de Mme Valérie Plante, qui est, entre autres, oui, bien sûr, mairesse de Montréal et aussi présidente de la CMM, puisque vous faites partie du conseil exécutif de la Ville de Montréal qui se réunit le 13 novembre, très bientôt. Pourriez-vous, s'il vous plaît, aborder le sujet brièvement auprès de Mme Plante à ce moment-là? Sinon, avant le 28 novembre prochain, qui est la date de la prochaine réunion du comité exécutif de la CMM. Alors, je vous écoute, Madame la mairesse. Alors, merci, M. Letellier. Effectivement, beaucoup de gens dans la salle qui connaissent très bien le dossier. Donc, on n'a pas pris connaissance. Merci du document. Le document nous sera remis, donc à moi-même, Mme Gianou, de ce que je comprends. On le transmettra aussi à nos collègues, Mme Goulet et M. Normand, qui siègent à la CMM aussi. Donc, ce qu'on peut s'engager aujourd'hui auprès de vous, c'est à prendre connaissance de la proposition, parce qu'on connaît très, très bien le dossier. Nos services en arrondissement ont beaucoup travaillé aussi avec votre maire sur ce qui est possible de faire sur le terrain. Alors, en respect de la réglementation actuelle, il y a plusieurs paliers, vous les aviez nommés. Et en ce moment, c'est sûr que la ZIS du gouvernement du Québec bloque tout, mais ça ne nous empêche pas, et c'est ce qu'on fait à l'arrondissement, d'étudier toutes les autres possibilités qui pourront être faites quand la ZIS sera levée. Ça appartient vraiment au gouvernement du Québec. Et sur le comité exécutif, c'est vraiment à côté. Le comité exécutif, d'ailleurs, ne prend pas de discussion et ce genre
de résolution-là. Ce sont vraiment des contrats, comme on va voter tout à l'heure au conseil d'arrondissement. Donc, je vous dirais juste que l'échéance que vous mettez pour le comité exécutif n'en est pas une, mais nous, à l'arrondissement, on va faire le travail. On pourra vous revenir aussi avec une réponse écrite. On va travailler avec nos services et au niveau de la CMM, la proposition pourra être également étudiée. Je prends note de votre réponse. Actuellement, ce que j'entends, comme n'importe quel document qui vous est soumis, vous en prenez connaissance. Je pense que c'est un principe de base, de la base. Par défaut, vous allez transmettre à qui de droit aux concernés. Ça va de soi et j'apprécie, je suis content d'entendre que ce document-là va se retrouver entre les bonnes mains. Actuellement, je reste convaincu que je parle à la bonne personne. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris. Est-ce que vous allez ou pas nous supporter dans notre démarche? Je n'ai pas bien compris votre réponse à ce niveau-là sans me faire insistant. Mais vous savez, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup supporté votre maire et nous allons continuer à le faire. Mais le support, ça ne veut pas dire d'accepter tout, nécessairement. Alors peut-être que oui, peut-être que non. Je serais bien malvenue aujourd'hui de vous répondre sans consulter les services de l'arrondissement, sans consulter les services juridiques, et je vous induirais en erreur si je vous donnais une mauvaise réponse, ce que je ne souhaite pas faire. Alors effectivement, aujourd'hui, je peux vous dire que nous allons recevoir la proposition, que nous allons l'étudier et que nous allons continuer à appuyer votre maire dans sa démarche comme on le fait depuis de nombreux mois. Je peux vous dire qu'elle contacte souvent l'arrondissement et nous lui répondons. Nous comprenons très bien sa situation, nous comprenons la situation très difficile qui est vécue sur cette rue-là aussi et nous allons poursuivre ce travail d'accompagnement de la personne, mais aussi de toutes les autres personnes dans l'arrondissement qui sont touchées. Nous sommes en accompagnement pour bien comprendre la réglementation et pour bien comprendre qu'est-ce qui peut être fait et ce que nous allons faire avec toutes les personnes. Donc, actuellement, il y a une certaine place d'interprétation. Je vous remercie pour votre réponse et on espère sincèrement, pas juste que vous allez l'accompagner à travers des appels téléphoniques, mais que vous allez prendre part à cette démarche-là de façon active qui permettra de faire toute la différence dans ce dossier-là et d'arriver à une situation de solution globale pour le long terme, pour tous les partis qui sont impliqués. Mesdames, Messieurs, je vous remercie infiniment. Bon conseil. Merci. J'appellerai maintenant Mélanie Bosby. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous parler des trains qui transportent des hydrocarbures dans l'arrondissement. Cet été, on nous annonçait que le projet de terminal de l'Est qui va entreposer du carburant d'aviation, du kérosène, a été accepté et que ça signifiait une augmentation significative de transport des hydrocarbures dans l'arrondissement. Donc, 11 000 wagons qui transporteront chacun plus de 100 000 litres de kérosène. Donc, ma question, c'est sur la sécurité. J'aimerais savoir si vous êtes au courant des distances à l'intérieur desquelles les résidents sont affectés, s'il y avait un déraillement comme dans le cas de Lac-Mégantic, combien de résidents ça signifie qui seraient affectés? Et puis, qu'est-ce que vous faites pour assurer la sécurité des résidents? Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est un projet qui a été accepté par le gouvernement provincial. Donc, le cabinet de la mairesse de Montréal a demandé aux promoteurs du projet de fournir des données pour que la ville puisse avoir ces données-là. Nous n'avons pas encore reçu toutes ces données. Je peux vous dire que dans l'arrondissement, on se sent très concerné aussi. Donc, on a fait des relances auprès de la ville, notamment donc de la direction de la santé publique, pas de la santé publique, de la direction de la sécurité publique, pour pouvoir avoir de l'information. Ils sont en train de colliger l'information qu'ils ont. Ils sont en train aussi de relancer les différents partenaires pour qu'on puisse savoir. Il faut savoir quand même que la sécurité publique a globalement l'information, alors pas nécessairement en temps précis, mais l'information des différentes matières qui sont transportées sur le réseau et qui sont équipées, parce que pour chaque matière, pas pour chaque matière, mais disons qu'il y a différents types
de liquide ou de pas liquide là, pour arrêter un feu qui émerge d'une substance ou d'une autre. Et donc ça, la sécurité publique, donc les pompiers, sont très au fait de devoir utiliser telle ou telle substance quand il y a un feu avec telle ou telle matière. Mais pour le cas précis là, de ce projet-là particulièrement, nous sommes encore en attente des données précises. Comment les services d'urgence peuvent intervenir s'ils ne savent pas exactement ce qu'il y a dans le train qui passe dans l'arrondissement, premièrement? Puis, est-ce que vous avez des données, vous avez parlé de données que vous avez demandées, avez-vous des informations sur l'état des rails, puis la qualité des rails? Là? Je sais que ça a été un enjeu à Lac-Mégantic. L'état des rails était quand même critique. Mais en fait, c'est vraiment des données justement qu'on est en train de colliger, autant au niveau des rails. C'est pour ça qu'on parlait du promoteur. Le promoteur, ce n'est pas un promoteur immobilier à ce moment-là, c'est vraiment un promoteur du projet, d'avoir cette information-là aussi. Puis pour répondre à votre première question, bien, c'est sûr que les services d'urgence ont une panoplie à proximité, donc malheureusement, pour l'instant, mais c'est ce que la Ville demande, en fait, pour l'instant, ne sait pas exactement quel wagon transporte quel, mais ils sont quand même plutôt reconnaissables, puis en fait, ils ont quand même accès assez rapidement, contrairement à ce qui est arrivé avec Mégantic, où ils sont allés chercher très, très loin, et ça a pris quand même un certain temps avant d'avoir comment dire, les liquides, ou en tout cas le matériau pour pouvoir éteindre le feu. Mais c'est vraiment un dossier, comme je vous dis, qui nous préoccupe aussi, et on continue à relancer la Ville pour avoir l'information, et eux-mêmes continuent de relancer toutes les instances pour avoir l'information précise. Je sais que la députée provinciale aussi, Mme Montpetit, a fait des démarches auprès de ses collègues à l'Assemblée nationale. Bon, je vous remercie. On suivra certainement le dossier attentivement. Merci. J'appellerai maintenant Michel Bollé. Bonsoir, Madame la mairesse, Bonsoir. Mesdames et Messieurs membres du Conseil, Mesdames et Messieurs membres de la direction de l'arrondissement. Je m'adresse à vous en tant que membre du Conseil de fabrique de la paroisse Saint-Isaac-Jogues, dont l'église est située au 1331 de la rue Chabanel-Est. Et lorsqu'un membre de Conseil de fabrique prend la parole en public, c'est habituellement pour quêter de l'argent. Compte tenu des difficultés d'équilibrer les revenus et dépenses des fabriques en raison de la baisse du nombre de fidèles, alors que les dépenses, compte tenu de l'état des bâtiments, se maintiennent à peu près. Donc, la demande que nous vous adressons aujourd'hui, c'est de prendre en charge l'arrondissement, l'abattage d'arbres qui sont en fin de vie sur le terrain de l'église. 2 de ces arbres sont situés en bordure de la rue Breton-Villiers. 1 ou 2 autres sont au fond de la cour de l'église. Les arbres, selon l'information que donnent les plus anciens paroissiens, auraient été plantés au début des années 70, donc ils ont complété leur durée de vie. L'église est située à proximité d'une école primaire, donc il ne faudrait pas que les arbres traînent trop longtemps. Le reste de l'information, d'autres détails apparaissent dans la demande écrite que je peux remettre à votre secrétariat. Tout à fait. Peut-être j'en profiterai pour vous dire que justement au conseil d'arrondissement ce soir, l'arrondissement contribue à la paroisse à la fabrique en louant des locaux pour certains organismes communautaires. Donc, ça donne bien, c'est justement aujourd'hui. Alors, écoutez, nous recevons votre proposition. Je pense que c'est la première fois qu'on entend parler. Alors, comme tout à l'heure, on a dit, là, on reçoit la proposition, puis on pourra vous revenir par la suite. Vous pouvez déposer votre document à Mme Sylvie Parent, qui pourra en donner une copie à tous les élus. Monsieur Paquin, est-ce que vous aviez l'information précise sur ce dossier-là? C'est la première fois que nous le portons à votre attention. OK, c'est la première fois. Alors, Oui. merci d'être venu, puis vous pouvez déposer votre proposition, et on en prendra connaissance, et puis l'arrondissement pourra vous revenir directement. Je vous en remercie. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. J'inviterai M. Gilles Larocque.
Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai dit que je reviendrais sur le budget, parce que quand on l'a présenté, on n'avait pas grand document. Je ne peux pas m'arrêter sur tout le budget, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais il y a un aspect, la page 22 du budget, vous ne l'avez pas, mais moi je l'ai, c'est sur nos fameuses réserves. Et il y a des chiffres qui ont changé par rapport à la présentation l'année passée, parce que vous avez ajusté là, les réserves au 31 décembre 2018. Ce qui a permis de... Ça, il y a des chiffres qui ressemblaient à ça au mois de juillet, quand il était question des réserves. En 2018, vous avez pigé 6 197 860 $ dans les réserves. Et là-dessus, bien, il y en a eu 4 685 728 d'annoncés en décembre. Au total, là, depuis le 1er janvier 2018, bien, c'est un montant de 8 12 000 $ qui a été pris, j'arrondis, là, dans les réserves. Mais en décembre dernier, les annonces de 4 685 000, là, ma question directement là-dessus, est-ce qu'on peut s'attendre à un blitz pareil lors du prochain conseil où vous allez nous annoncer bien, des dépenses qui ne figureront pas aux états financiers? C'est ça qui est plate avec les réserves. En 2018, bien, vous avez dépensé 6 millions qui ne paraissent pas dans les états financiers, dans les résultats de l'arrondissement. Donc, mais ça, vous avez présenté un beau surplus de 4 374 700. Fait que ça, il me semble qu'il y a quelque chose qu'il y aurait peut-être à faire au niveau de la comptabilité pour au moins les dépenses. Je sais que vous les avez pris dans la réserve. Vous avez pris ça dans la poche gauche, le mettre dans la poche droite, là. Mais ce sont des dépenses. Pourquoi qu'elles ne sont pas dans les états financiers? Ça, c'est pas ça ma question. Ma question, c'était, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient en décembre? Bien, je vais quand même répondre à vos deux questions parce que vous avez plusieurs questions. Par exemple, en décembre 2018, il y avait un gros montant de 3 millions de $ pour la plantation d'arbres. Non, mais ça, c'est un montant qui n'a pas été utilisé en décembre 2018. Ce n'est pas une dépense qui est venue tout d'un coup, puis en un claquement de doigts, on a dépensé 3 millions de $. C'est une réserve, donc on s'en va piger de l'argent pour faire en sorte qu'on donne au service des travaux publics la possibilité de se monter tranquillement une équipe, aller chercher des équipements. Donc, vous comprendrez que le 3 millions de $, il se dépense graduellement au fur et à mesure et que ce n'est pas une dépense, et oui, elle va apparaître aux états financiers, mais au fur et à mesure de la dépense. Donc, je comprends que ce que vous aimeriez, vous, recevoir, c'est quand et comment sont dépensés ce qu'on est allé chercher dans la réserve. On ne tient pas de comptabilité parallèle, puis c'est normal aussi de ne pas tenir une comptabilité parallèle entre tout ce qu'on a pris dans les réserves, puis comment on les dépense, parce que c'est intégré au budget de l'arrondissement. Par contre, ce qui est important de garder la trace, c'est quand est-ce qu'on est allé chercher de l'argent dans les réserves, pour quel dossier. Et c'est ce qu'on vous donne une fois par année, ce qu'on appelle le flux de trésorerie, là, donc combien on a mis dans les réserves, puis combien on est allé chercher année après année. Puis le portrait, évidemment, si on le prend au mois de juin ou au mois de décembre, il n'est pas pareil. C'est pour ça qu'on essaie de vous trouver un comparatif qui soit quand même cohérent dans le temps, donc décembre de chaque année, puis après comment les flux ont... chaque année, comment les flux sont arrivés. Pour décembre, est-ce qu'un tel montant est prévu? À ma connaissance, non. D'ailleurs, on en a déjà adopté il y a quelques conseils pour se préparer à la neige. On avait vu juste, M. Paquin. On est allé réserver 1,3 million de $ dans la réserve déneigement pour être prêt s'il y avait trop de neige jusqu'au 31 décembre 2019. Et je prends cet exemple-là parce que ça vous illustre très bien que le 1,3 million de $, on est allé le chercher. Mais si on n'en a pas besoin, bien, on va remettre l'argent
dans la réserve neige. Et ça, vous allez être capable de le voir dans les flux de trésorerie qu'on vous présente à chaque fois pour les réserves. Ah non, ça va très bien. Maintenant, juste, ça, ce n'est pas une autre question, c'est un complément. Ce que vous avez dit, Mme Tuillier, puis ça, je comprends très bien, ça s'appelle en comptabilité des dépenses payées d'avance ou des frais payés d'avance. Puis si votre 3 millions, vous en prenez 1 million en 2019, ça, c'est une dépense de 2019, puis la balance, ça va être les autres années. C'est de même que ça devrait fonctionner, puis je ne comprends pas que ça ne puisse pas fonctionner comme ça. Maintenant, j'ai le droit à une deuxième question. Une sous-question, c'est sur la dette. Depuis le mois de juillet que je vous pose des questions, à peu près toujours la même chose sur la dette. Puis à un moment donné, vous m'avez même dit de regarder mon compte de taxes comme il faut, que telle ligne, là, il y avait telle chose. Parce que moi, ça me fatiguait. Puis j'ai demandé à bien du monde, savais-tu ça que l'arrondissement était endetté? Il dit, voyons donc, es-tu malade, toi? Bien, je ne suis pas malade. Rien qu'en décembre 2018, on a emprunté 9 millions. Puis c'est la 4e fois que je reviens sur le sujet. On devait, au dernier conseil, M. Lavallée devait me préparer un bel état de la dette. Quand on a emprunté, comment on va remettre, etc. Je ne l'ai pas encore. Maintenant, la fameuse ligne dont vous me parliez, Mme Tuillier, dans mon compte de taxes, mais elle s'appelle la taxe, je présume, relative aux investissements. Bon. Cette taxe-là, relative aux investissements, d'après des calculs qui ne doivent pas être bien loin de la réalité, mais on ne sait pas, parce qu'elle ne figure pas dans vos états financiers, devrait vous rapporter à peu près, pas loin de 8 millions. Puisque la taxe relative aux services, en 2019, vous rapporte 7 200 000 et l'autre est plus élevé, donc pas loin de 8 millions. Alors, ça, c'était, que vous m'aviez dit, j'avais mal compris, c'était pour financer les PTI, Programme triennal d'immobilisation. Or, le programme triennal d'immobilisation, à chaque année, c'est 7 113 000 depuis une couple d'années, puis ça va être ça jusqu'en 2021. Alors, si c'est 7 113 000, puis qu'on a une taxe relative aux investissements qui rapporte pas loin de 8 millions, pourquoi on est obligé d'emprunter? Alors, M. Lavallée est en train probablement de continuer ses calculs. Madame Busseau, peut-être vous pouvez nous en donner un peu plus sur l'avancement de la réponse à M. Larocque, s'il vous plaît. C'est bien compliqué. Je sais qu'on a tenté de vous écrire, mais que l'adresse courriel que nous avons, ça a été popé comme quoi que l'adresse courriel n'était pas valide. Donc, je vais reprendre. Oui, oui. Est-ce que vous avez reçu le document du budget par courriel? Je vous ai envoyé un courriel. Non, mais il y a rien que vous qui n'a pas mon adresse courriel. Non, non, c'est pas tout le monde ici. c'est Mme Siminaro qui avait votre courriel et c'est avec... Mme Siminaro, j'allais à peu près 15 fois dans mes courriels. Mais je vais reprendre en note parce qu'on vous a écrit tout de suite après le conseil et on a reçu un échec de distribution. OK. En fait, là, on va vous laisser voir ça entre vous pour l'adresse courriel. Mais effectivement, ce que vous dites là, par rapport à la dette, c'est que c'est vraiment dans le consolidé de la ville. Puis on comprend votre préoccupation, puis c'est pour ça qu'on a demandé à M. Lavallée de sortir les chiffres pour que nous puissions aussi avoir l'information. Mais toute l'information sur la dette, elle est là. C'est juste qu'elle est vraiment consolidée. Puis comme je vous expliquais la dernière fois aussi, c'est pas l'arrondissement qui emprunte directement. C'est la ville qui va emprunter sur les marchés financiers mondiaux. Voilà, tout à fait. Mais la tâche relative aux investissements, évaluée à environ 8 millions, c'est-tu bien loin de la réalité? Bien, on ne peut pas vous répondre aujourd'hui, donc c'est pour ça que M. Lavallée pourra vous répondre directement avec un courriel. Fait que je vous invite à aller voir Mme Parent pour qu'on puisse avoir votre bonne adresse courriel. Non, vous l'avez. Merci. Bien, excusez-moi, M. Larocque. Je veux juste... On se souvient de ce qui est arrivé la dernière fois. M. m'en envoie. Mme Siminaro, j'en ai... régulièrement des... En tout cas, je veux juste qu'on remette l'erreur pas... est humaine. Voilà. Puis je ne veux pas qu'on remette en question ce que les gens disent au micro. OK? C'est important parce que ça nous est déjà arrivé dans le passé. Alors, si Mme Busseau vous dit qu'on a reçu un courriel, c'est qu'il y a forcément un problème. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à bien noter votre adresse. Puis peut-être que la personne qui a noté a oublié quelque chose, mais on ne peut pas remettre en doute, s'il vous plaît, la parole de quelqu'un. Bien, moi, je vais. Merci. Alors, j'invite maintenant Mme Diane Thibodeau.
Bonsoir à tous Bonsoir. et toutes. Et oui, après de longue absence, je me représente toujours pour le marché Tropique Léo. Alors, je voudrais avoir un cadeau de Noël d'avance. Je voudrais avoir une date de comparution pour le propriétaire ou la propriétaire, parce que ça, je ne sais toujours pas si c'est monsieur ou madame là, qui sont effectivement en réalité dans la vraie vie propriétaires du marché. Alors, j'aimerais avoir, si quelqu'un pourrait me donner une date là, pour les amendes qui datent de l'an passé, décembre et février. Décembre 2017 et février 2018. Oui, Madame Goulet, s'il vous en plaît. effet, c'est dans ce très long dossier qui a mis votre patience et la nôtre à rude épreuve Non, pas du tout. depuis plusieurs années. En effet, Oui. bonjour, Madame Thibodeau. Oui. Alors, effectivement, cette année, le commerce a reçu 2 constats d'infraction avec des montants d'amende très, très élevés. Oui, 24 000 et 15 000. Le premier, pour ne pas avoir fourni d'abord de plan d'action pour changer son épurateur, pour régler la situation, là, parce qu'il y a l'épurateur, mais aussi l'accès et tout ça. Et aussi, lors d'une deuxième inspection, c'était parce qu'il manquait des filtres. Alors, Il n'y en a jamais eu, cher madame. Oui. deux infractions. Ce qu'on a su, c'est que cet été, le service de l'environnement de la ville, parce que c'est lui qui Oui. est en relation avec le commerce au plan des inspections à ce niveau, bien, le service de l'environnement a reçu les plans du commerce d'un jeune ingénieur pour l'installation d'un nouvel épurateur. Parce qu'on sait, là, c'est la question il faut régler absolument le problème d'odeur, c'est les nuisances reliées C'est aux pas qu'une odeurs. odeur. Là. Alors que pour les autres substances, d'autres émissions de particules, les tests ont montré qu'ils se conformaient aux normes. Avec un bémol. Donc, le commerce étant finalement proactif, là, puis fort probablement que c'était lié aussi aux amendes qu'il venait de recevoir, il a réagi, il a agi. Alors, je ne sais pas si la Ville poursuit pour les amendes, puisqu'il y avait probablement un délai pour régler ces 2 amendes-là qui sont sur la table, là, pour lesquelles le commerce doit régler la situation. Mais pour l'installation de l'épurateur, malheureusement, je ne sais pas si on est capable, on a des nouvelles au niveau de l'arrondissement là-dessus, mais moi, les dernières nouvelles que j'en ai, puis je vais aller aux nouvelles pour voir si l'épurateur a bien été installé depuis Parce que madame... depuis que les plans ont été monsieur, reçus, oui. mais c'est possible que non. Là. Monsieur je et vais aller madame vérifier pour semblent vous. avoir un talent particulier pour perpétuer la situation, soit par des propositions, soit par des dénis, soit par des tactiques. Mais ça Moi, semblait ça fait assez 2 ans que sérieux. je viens ici. Ça là. semblait assez sérieux. Là. Il y a vraiment des plans corrects qui ont été déposés au service au mois de juin. Est-ce qu'il y a des Maintenant, dates d'échéance qui vont avec ça? Et je vais aller me renseigner, Mme Thibodeau. Parce que ça peut être dans l'an auprès du 2024, service. là. L'arrondissement doit entrer en contact avec le service d'environnement de la Ville pour obtenir ces infos-là. Alors, excusez-moi, je veux juste... Nous, on est devant, puis on est en discussion avec vous, mais on a des gens derrière qui sont capables d'aller vérifier nos documents. Alors, il y a nos services qui travaillent avec nous, là, qui nous indiquent qu'aujourd'hui, il y avait une Oui. date de comparution. Donc, aujourd'hui, il devait y avoir comparution, mais selon un document qu'on a reçu en septembre. Donc, on va vérifier dans les prochains jours pour voir s'il y a effectivement eu ou non comparution. En date d'aujourd'hui, il y avait comparution? Selon un document qu'on a reçu en septembre. Donc, c'est pour ça qu'on va Intéressant. devoir aller vérifier pour voir si la comparution a bien eu lieu. Parce qu'il y avait D'accord? il y avait quand même 40 000 d'amende, là. Tout à fait. C'est un dossier, comme Mme Goulet vous l'a dit, là, qu'on prend très, très au sérieux, que le service de l'arrondissement prend très au sérieux Je voulais aussi. juste vous mentionner que Madame a étendu ses heures d'activité de 10 heures le matin à 21 heures le soir et que les états financiers doivent être bons parce que la bâtisse a été entièrement refaite. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de problème financier de ce côté-là. C'est pour ça qu'on attend des plans et qu'on s'attend à ce que les gens fassent tout correctement selon ce qu'on leur demande. Bon, en sous-question, je vais juste vous présenter des photos. On va les partager aussi après. Ah oui, là, on a une sous-question différente. Alors, je vous laisse quelques minutes. Je veux juste vous demander s'il y a quelqu'un qui peut s'occuper du dépotoir Tropique Léo. Preuve à la pluie, je les ai prises ce matin, je les ai fait développer avant de venir. Parfait, donc on va Parce qu'on a un transmettre. problème de tag qui s'est développé récemment et c'est des situations qui peuvent aider
à éliminer les tags qui apparaissent sur les bâtisses de la rue Fleury-Ouest. Oui, Madame Goulet. On va envoyer un inspecteur, c'est certain, là, avec les photos que vous nous montrez, sans faute. Merci beaucoup. Merci, Madame Thibodeau. Merci beaucoup. Monsieur Claude Bertrand. Bonsoir. Me permettez-vous un souhait d'abord? Monsieur mon Noël, c'est en représentant, décembre. Je ne sais pas pourquoi tout le monde pense à Noël. Aujourd'hui, ça doit être la neige, là, mais... Monsieur mon Allez-y. représentant a eu la gentillesse de nous dire qu'à sa consultation qu'il a faite, il y avait une trentaine de personnes. Alors, comme vous faites beaucoup de consultations, ce qui est très bien, là, ce serait gentil de toujours nous dire, est-ce qu'on sait qu'il y avait 100 ou 10 000 personnes? Est-ce que dans le porte-à-porte, vous avez rejoint 30, 300, 3 000 personnes? Est-ce que dans les votes, la boîte, ça va rejoindre 50 000 personnes ou 25? De toujours nous le dire, je l'apprécierais beaucoup qu'on sache combien de gens. Mais je peux vous dire que pour le sondage, on l'avait fait, le nombre de personnes. Là, pour le vote, c'est clair qu'on va indiquer le nombre de personnes. Toujours, je pense que c'est quand ça. on fait un compte-rendu aussi de consultation publique, il y a le nombre de personnes indiquées dans le compte-rendu qui est versé sur le site Internet, mais on va s'assurer que ça soit le Je cas ne vais toujours. pas là. Moi, là, je fais partie des vieux qui vont pas là. Alors, l'hiver dernier, Madame la mairesse, je vous avais demandé avec insistance combien de places de stationnement vous alliez faire disparaître en 2019. Vous m'aviez dit peu, bien peu, et j'ai insisté, vous m'aviez dit on va vous fournir la réponse, et on a eu l'amabilité, je l'apprécie, de m'appeler pour me dire finalement c'est une cinquantaine. Alors, ça m'inquiète que 50 places de stationnement qui disparaissent en une seule année, vous appeliez ça bien peu. Bon. Il semble, à ce qu'on m'a dit, que le principal de ces 50 places qui disparaissent, c'est que vous avez décidé de mettre fin à une vieille tolérance qu'on avait quant à l'application d'un alinéa, d'un article, d'un règlement du Code de la sécurité routière qui prohibe le stationnement à moins de 5 mètres des panneaux d'arrêt. Et c'est beaucoup à cause de ça que floppent les places de stationnement. Quelque temps après, au début, heureusement pour certains, des vacances de la construction, on apprenait que votre président du comité exécutif, lui, il ne respecte pas le Code de la sécurité routière. S'est fait arrêter à 139 km/h, 171 km/h. Et puis, il s'en est tiré avec des excuses de politiciens, c'est-à-dire des promesses. Je ne le ferai plus. Je vais juste fermer la parenthèse de ça. Il a fait comme tout citoyen, il a obtenu les conséquences de son geste. Mais Ça en en plus est pas d'être tiré. citoyen, puis il est président du comité Oui, exécutif. mais il a bien reçu les conséquences Bon, liées à ben, son geste. j'imagine. Je voulais juste que ça soit Ben, clair pour tout le j'espère qu'il a monde. payé ses amendes. Non, mais c'est parce que dans la façon que vous le disiez, là, c'était pas clair qu'il avait bien reçu les conséquences que n'importe quel citoyen recevrait en faisant ces choses. Ben, Merci. oui, d'accord. D'accord. Mais comme président du comité exécutif, il s'en est tiré avec des excuses de politiciens, c'est-à-dire des promesses. Un homme d'honneur, il ne peut pas faire moins. Hein? Excusez-moi, Monsieur Faut pas faire moins. Monsieur Bertrand, excusez-moi. J'aimerais ça que vous veniez sur votre sujet, D'accord. s'il vous plaît. Alors, étant donné la grande tolérance que toute votre formation politique a manifestée envers cet homme qui se promène avec un gros VUS. Monsieur Bertrand, j'aimerais ça que vous veniez Jerry. sur votre question. Le Oui, oui. président du comité exécutif n'est pas dans cette Oui. salle et je ne tiens absolument pas à répondre pour lui. Alors, je j'imagine réponds bien. pour notre arrondissement. Alors, D'accord? est-ce que par souci de cohérence, vous seriez d'accord de nous accorder à nous aussi de la tolérance comme vous y accordez à lui et de nous remettre notre tolérance sur le stationnement? Et j'aimerais savoir en particulier. Alors, excusez-moi, Monsieur Bertrand, je vous dis qu'il n'y a pas eu de tolérance. Monsieur Doré a posé des gestes. Il a reçu les conséquences Ça, de c'est ces gestes. l'individu. Je ne suis pas le président du comité Mais exécutif. c'est la même chose. Alors, le Code de la sécurité routière, si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que moi, la mairesse d'Annecy-Cartierville, je vais avoir une tolérance puis demander au PDQ d'avoir une tolérance sur l'application du Code de la sécurité routière? Ben non, pas vraiment. On n'est pas dans cette démarche-là. Là. Alors, j'aimerais ça que vous me posiez une question précise, s'il vous plaît, Alors, sur un question sujet très qu'on peut précise, vous c'est répondre. celle-ci, madame.
Au moment où vous avez décidé de nous enlever, nous, la tolérance qu'on avait de stationner proche des panneaux d'arrêt-stop, est-ce que vous ignoriez totalement que le président du comité exécutif, lui, ne respectait pas le code Alors, de la M. sécurité? Bertrand, je Est-ce pense que vous ne l'ignoriez? m'avez pas compris. Ben, Je ne réponds pas sur le président du comité exécutif. Ce n'est pas pertinent à notre discussion. Ce qui est pertinent à notre discussion, c'est qu'on a fait un plan local de déplacement, qu'on a embauché Vélo Québec pour faire un diagnostic autour de chaque école, qu'on a fait des consultations publiques rejoignant des centaines de personnes, un sondage avec plus de 1000 répondants. La préoccupation principale de l'ensemble des résidents de l'arrondissement, c'est la sécurité aux intersections. Ça tombe bien, la bonne pratique pour améliorer la sécurité aux intersections, c'est de dégager d'une façon ou d'une autre les intersections pour améliorer la visibilité, pour qu'il n'y ait moins d'accidents, voire pas du tout d'accidents aux intersections. Alors, ma réponse à votre question, oui, nous allons continuer à sécuriser les intersections et oui, nous allons continuer à dégager les intersections d'une façon ou d'une autre. Mais vous ne voulez pas me dire que vous ignoriez que le président du comité exécutif avec qui vous travaillez et siégez tous les semaines, vous n'ignoriez pas que lui ne respectait pas le code que vous nous imposez à nous. Monsieur Bertrand, Vous je ne me pense que dites pas que vous le saviez pas. j'ai déjà Donc, répondu vous le plusieurs saviez. fois à cette Merci, question. Madame la mairesse. Merci, Monsieur Bertrand. J'aimerais ça que vous puissiez écouter quand on vous dit. C'est un peu désagréable de devoir vous rappeler à l'ordre si souvent que ça. Je m'en excuse, Madame la mairesse, mais c'est désagréable. Le président du comité exécutif, Bien, Monsieur Bertrand, c'est pas un citoyen mais ordinaire. et- C'est un législateur. Il a doit reçu- suivre la loi. Bien, vous irez au conseil d'arrondissement du Sud-Ouest si vous voulez parler au président du comité exécutif. Je suis désolée. Vous venez au conseil municipal. Vous êtes au comité Bien, exécutif. je ne suis pas sa mère ni sa mairesse. D'accord? Vous auriez pu demander sa démission comme une de vos conseillères l'a fait. Non, Monsieur Bertrand, je ne comprends absolument pas votre position et pourquoi vous l'amenez ici aujourd'hui. J'appellerai maintenant Monsieur Luciano Luca. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Luca. Là, ça fait un mois, puis ça fait plus qu'un mois qu'il y a des feuilles qui ont commencé à tomber. Mais le balai, ça fait plus d'un mois qu'il n'est pas passé. Ah, il est passé un jour, mais après l'heure, au milieu de la rue. Alors qu'il y a des tas comme ça, calfeutés. Là, ils attendent au printemps, comme l'année dernière. Là, il gèle, les bulldozers, ils ne font rien parce que c'est gelé. Et au printemps, on ramasse. C'est ce qu'ils enlèvent la neige, ils ne peuvent pas l'enlever, c'est tout gelé. Comment ça se fait que le balai ne passe pas? Le balai, premièrement, quand il pleut, ça fait un moment qu'il n'est pas passé, il ne peut pas le ramasser. Ça prend le jet d'eau qui le pousse au bord et la pelle qui le pousse. Parce que les grilles, elles sont calfeutrées par les voitures. Il ne passe plus d'eau. Et nous, on est deux, on a reçu de l'eau dans le garage. Parce que le point le plus haut de l'entrée, en ciment, il est au ras de la rue, au centre. Parce que la rue, elle fait ça. Alors. Oui, mais M. Luca, je peux vous dire qu'on en discute régulièrement à M. Paquin. J'aimerais ça que M. Paquin peut-être puisse vous expliquer l'opération ramassage des feuilles qui est en cours. Effectivement, vous avez raison, les balais mécaniques ne sont pas suffisants. Donc, on vient avec des pelles. Ils ne ramassent pas les balais mécaniques. Exactement. Donc, il y a aussi avec une opération avec des pelles. Monsieur Paquin, pouvez-vous nous dire, là, parce que c'est sûr, il y a des préoccupations. On s'en est parlé aussi la semaine dernière. Là, il commence à neiger. On ne veut pas que ça gèle non plus. Donc, où est-ce qu'on en est là, dans l'enlèvement des feuilles dans l'arrondissement? Bien, effectivement, à un certain moment donné, le balai ne fournit plus. On change l'opération. On utilise plutôt des tracteurs chargeurs avec des pelles. Puis on amène toutes les feuilles sur le coin de rue. Puis là, on ramasse le tas idéalement tout de suite. Mais souvent, on doit le ramasser seulement en soirée ou le week-end
parce qu'on n'a pas tous les effectifs pour faire les deux opérations en même temps. Ah. N'en demeure pas moins que je me promène quand même pas mal dans l'arrondissement. Je ne suis pas passé spécifiquement sur votre rue, je vais la faire vérifier. Je m'excuse, il y en a. Ben, Excusez-moi, monsieur. Elle est faite. Excusez-moi, m'excuse monsieur de- Lucas, on va juste laisser monsieur Paquin répondre. Ouais, je m'excuse de rien, M. Lucas. Là, je fais juste vous dire ce qu'on est capable de faire puis ce qu'on est en mesure de réaliser. Il tombe des feuilles sur 340 km de rue. On fait tout notre possible pour les ramasser, mais les feuilles, elles tombent comme elles veulent. Elles ne tombent pas graduellement pendant 2 mois. Elles tombent pendant 2-3 semaines condensées. Donc, pour toutes sortes de raisons, ça se peut qu'on manque une plage d'entretien. Puis là, on est rendu la semaine d'après, puis il y a plus de feuilles. On va faire vérifier spécifiquement votre rue, mais je me suis promené dans le secteur la semaine dernière par Soriol. Tout à l'est de Papineau, il y a des tas partout. Toutes les rues sont pratiquement exemptes de feuilles. Il n'y a pas de feuilles à part les tas au coin, là. C'est 3-4 feuilles, oui, là, mais il n'y a pas des amoncellements de feuilles dans le cours d'eau. Mais je vais faire vérifier votre rue parce que je ne suis pas passé sur André Jobin. Monsieur Lucas? Mais il y a le balai qui passe au milieu de la rue. Parce qu'il est passé après l'heure, il y avait des stationnements. Là, il est passé le balai. Mais il n'a rien ramassé. Il s'est promené. C'est pas rien que dans ma rue. Il y a des feuilles partout, hein? Les chauffeurs, où c'est qu'ils sont? En vacances? Monsieur Lucas, on a même loué plus, hein, Monsieur Paquin, on a plus de balais et d'opérateurs. C'est quoi, 5 de plus qu'on a cet automne? 5, mais malheureusement, ça s'est transformé en 3, là, parce que même les machines qu'on a louées, il y a des bris aussi, là. Mais oui, on a des machines en surplus, effectivement. Puis comme je vous dis, ça se peut, là, ça ne prend pas grand-chose. La plage de restriction est seulement d'1 heure. Donc, ça se peut qu'on la manque. Puis si le gars il passe en plein milieu de la rue, bien, au moins, il a enlevé les feuilles qui sont dans le milieu de la rue. Puis là, bien, évidemment, il y a de la neige. Si vous voulez que ça marche un balai, mettez-y une pelle devant. Oui, mais ça, c'est un autre type, effectivement, d'équipement, voyons. et c'est pour ça qu'on a des pelles aussi. Ça prend pas la tête à Papineau. oui. Mais je vous remercie, Monsieur Mais Lucas. là, je ne sais pas, moi, quelle tête qu'il y a. Là, pour la piscine, mon conseiller, il est au courant. Est-ce qu'on attend d'avoir des cadavres dans la piscine ou quoi? Alors, Monsieur La Normand. sécurité. Oui, Monsieur Normand sur la piscine ou Monsieur Côté? Peut-être M. Côté. Monsieur Côté. La porte est toujours ouverte. Oui. On m'a déjà dit ici, vous ne pouvez pas la fermer. Ah non, un policier, je pense. Il m'a dit, vous ne pouvez pas la fermer. Je ne travaille pas pour la ville, pour la sécurité, moi. On ne me paye pas. Mais Monsieur Lucas, on s'engage, là, Monsieur Côté Est-ce- va vérifier. Il y a un propriétaire là qui paie les taxes. Alors, Monsieur Lucas, Le locataire, il ne s'en occupe pas de la piscine. Il s'en fout. on entend bien ce que vous dites. Là, on n'a pas Mais de réponse ce soir. Ça n'a pas bougé. Il a pris des photos aussi. Alors, Monsieur Côté va vérifier auprès de ses inspecteurs où en est le dossier. Ça se peut qu'il y ait eu là, des interactions entre l'arrondissement et le propriétaire. C'est juste qu'on n'a pas l'information ce soir. Donc, on pourra vous la communiquer. Monsieur Côté note, là, puis on s'engage à vous revenir. On veut bien vous aider, mais vous ne faites rien, tabarouette. Hein? On est là pour vous aider. Non, ça ne bouge pas. Mais je peux vous dire qu'il y a des inspecteurs qui sont déjà sur le Les terrain. inspecteurs. Il y en a 3 supplémentaires qui sont là. OK. Monsieur Lucas, on prend note de vos préoccupations et on va vous revenir. D'accord? Pour la piscine, il parlait de sécurité et tout. J'ai parlé, il est venu, il a pris des photos. Et ça ne bouge pas. Il y a un propriétaire. Mais comme je vous dis, même si on n'a pas vu bouger, peut-être qu'il y a des interactions qu'on n'est pas en ce moment capable de vous dire. Ça se peut très bien et très probablement qu'il y a eu vraiment des interactions. Ce qu'on entend, c'est que vous n'avez pas vu de changement sur le terrain Je et c'est pour comprends ça qu'on ça. va vérifier. Vous êtes capable de vendre une maison s'il ne paye pas les taxes, mais vous n'êtes pas capable de faire fermer une porte de la piscine. Merci. J'appellerai maintenant M. Serge McNichol. Bonsoir, Madame la Bonsoir. mairesse, Mesdames, Messieurs, conseillères, conseillers, directrices, directeurs, citoyennes, citoyens. Mon nom est Serge McNichol, je représente une vingtaine de personnes du boulevard Gouin-Est, voisins de l'Institut Pacifique. Pour mettre en contexte, en une trentaine de secondes, en 2016, il y avait une discussion
avec les résidents pour la rénovation et l'agrandissement de l'Institut Pacifique. En 2017, il a été accepté avec l'accord social incluant l'arrondissement, qu'il y ait 9 dérogations qui soient acceptées pour que l'Institut Pacifique puisse se rénover et s'agrandir où est-ce qu'ils sont. Ça a commencé en 2018 au mois d'avril. Ça devait durer 6 mois. Après 18 mois, c'est presque terminé, mais pas encore terminé. Et puis, depuis l'été, on vit deux problèmes majeurs, qui sont les nuisances au niveau de la luminosité qui est très forte le soir durant leur activité et par la suite, la soirée, la nuit, souvent les fins de semaine. Et au niveau du bruit aussi, avec un appareil de climatisation et de chauffage et d'aération sur le toit de l'Institut. Donc, je représente une vingtaine de personnes qui on est venu déposer une pétition en rapport avec, ça se lit comme suit, nous résidents du boulevard Gouin-Est et de la rue Gigi-Gagné. Vous présentons une pétition concernant les nuisances sonores et lumineuses dues à la transformation d'un bâtiment situé dans un secteur résidentiel et patrimonial en édifice à bureaux par l'Institut Pacifique au 2901 boulevard Gouin-Est à Montréal. Lors des séances de présentation du projet de transformation qui ont eu lieu à l'été et l'automne 2016, les représentants de l'Institut Pacifique ainsi que les élus du district et de l'arrondissement ont pris des engagements envers les résidents avoisinant l'édifice. Ces engagements avaient pour but de limiter l'empreinte de l'Institut afin qu'elle demeure similaire à celle prévalente. Voici les motifs de la présente pétition: des bruits de ventilation et d'intensité de fréquences dérangeantes à toute heure de la journée et de la nuit. L'éclairage intérieur du bâtiment illumine l'extérieur avec intensité, créant un halo lumineux sur 3 étages en façade et sur les côtés, et ce, dès la tombée du jour durant les activités, et il est maintenu de façon variable mais intense, régulièrement longtemps, après la fin de celle-ci, souvent même la nuit et les fins de semaine. L'éclairage intense des entrées extérieures illumine les résidences voisines toute la soirée et la nuit. Nous demandons donc à la mairesse et aux membres du conseil d'accompagner les démarches des résidents avoisinants afin de convaincre l'Institut de remplir les engagements pris par l'Institut dans le cadre de l'acceptation du projet. Ce soir, à 17h, on a eu une rencontre dans les locaux de l'arrondissement avec l'aide et le support et la présence proactive de M. Jérôme Normand, de rencontrer certains représentants du CA de l'Institut, de même que des professionnels en rapport avec ces problèmes. On a eu l'engagement, on peut dire, par l'Institut de regarder assez rapidement pour gérer les problèmes lumineux. On a des photos à cet effet. On n'a pas pu prendre de photos pour les nuisances sonores, mais on a eu l'engagement par l'Institut de faire une étude de faisabilité, à savoir si c'était possible de mettre un écran acoustique autour et au-dessus de l'appareil de ventilation sur le toit, en plus d'un écran visuel. J'attire votre attention à savoir que dans l'arrondissement d'Outremont, il y a un règlement qui dit que pour ces appareils de climatisation et des thermopompes, il serait supposé avoir un écran visuel et un écran acoustique, et que ce règlement-là n'existe pas pour l'arrondissement présentement. Ça ne fait pas l'objet de la pétition, mais on en a discuté. Ça serait peut-être bien d'apporter ce nouveau règlement-là pour ce qui est dans ces quartiers-villes. Donc, la pétition est signée par 20 résidents et accompagnée de photos. On est venu déposer ce document pour... Il se pose avoir une suite de tout ça à l'hiver, au mois de février, pour voir les solutions qui pourront être apportées par l'Institut à ces problèmes récurrents là, qui vont demeurer tout le temps s'il n'y a pas de solution. Puis ça touche de beaucoup notre qualité de vie dans le quartier. Je vous remercie. Vous pouvez déposer tous vos documents à Mme Parent, qui va nous en faire une copie. Et comme vous avez mentionné, M. Normand, là, qui effectivement travaille sur ce dossier, je lui laisserai peut-être un petit commentaire s'il y en a. C'est sûr que vous n'avez pas vraiment de questions, mais on comprend que le dossier est complexe et que vous en avez déjà discuté, pas ce matin, mais cet après-midi. Cet après-midi. Tout à fait. Donc, on a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises en amont, et aussi à la rencontre de ce soir.
Je pense qu'on comprend bien les enjeux amenés par la réalisation de ce projet-là. On a eu une rencontre, somme toute, constructive ce soir avec des engagements à court terme, notamment sur la question de la luminosité. Puis peut-être on s'est dit qu'on laisserait le projet se terminer parce qu'il y a encore des rectifications à faire par l'entrepreneur, puis notamment du calibrage au niveau de la ventilation, puis la pose du fameux écran visuel qui, lui, était prévu initialement au projet. Et que par ailleurs, en parallèle, l'Institut Pacifique allait faire des études pour voir la capacité structurelle du bâtiment à supporter des écrans acoustiques et ce que ça représente en termes de caractéristiques techniques et financières. Et qu'on évaluait la fin de la mise en place du projet à la mi-février au plus tard. Et donc, il y aurait une suite à ce moment-là au plus tard. Mais on reste en communication. Vous pouvez compter sur mon appui pour s'assurer que les parties en viennent au meilleur accord possible. Et on vous remercie, M. Normand. Madame la mairesse. Merci beaucoup. J'appellerai maintenant M. Claude Gagliardi. C'est la dernière question de la séance. Tout à fait. Je vous en prie, Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Alors, je suis citoyen d'Antique depuis longtemps. J'habite dans les maisons patrimoniales qui sont un peu à l'ouest de Saint-Laurent, sur le boulevard Gouin, où on a posé dernièrement des petites pancartes devant les maisons pour en faire un circuit, j'imagine, qui va être très utile au niveau piétonnier et aussi pour les cyclistes. Mon observation que j'ai faite depuis les 15 ans que je suis là, c'est que c'est grandissant. Il y a de plus en plus de piétons, il y a de plus en plus de vélos. Et dans cette section qui est à l'ouest de Saint-Laurent, allant jusqu'à Notre-Dame-de-la-Merci, la piste cyclable, bon, c'est sur le trottoir, hein, comme on sait. Et puis, une chose que j'ai comme préoccupation, c'est que j'ai vu à quelques reprises des accidents, des incidents, des autos et des piétons dans cette section-là. Et principalement, voici la préoccupation, c'est que sur les rues qui viennent du sud, sur les rues qui sont perpendiculaires à Gouin, quand on arrive à Henri Bourassa, dans les heures de pointe, il y a des signes de ne pas tourner sur Henri Bourassa. Donc, la plupart des gens continuent et s'en vont sur le boulevard Gouin, ce qui crée une affluence vraiment très grande au niveau des véhicules automobiles sur le boulevard Gouin. Ça, j'imagine, ça a été fait il y a plusieurs années pour dissuader les autos d'emprunter ces petites rues-là et les envoyer vers la rue Saint-Laurent ou des choses comme ça. Et ça ne leur permet pas de tourner sur Henri Bourassa, qui est une rue à plusieurs voies qui devrait avoir tous les véhicules au lieu du boulevard Gouin. Alors, comment est-ce que je fais en tant que citoyen pour avoir une intervention logique pour faire changer ces choses-là? Parce qu'actuellement, les véhicules sont acheminés sur Gouin, ce qui crée un achalandage indu de véhicules, alors que ça devrait être plus sur Henri Bourassa, qui est fait pour ça. Et je ne sais pas comment m'y prendre, alors je viens ici pour poser la question, comment vous allez faire pour m'aider et où vous allez me diriger. Madame Goulet. Écoutez, c'est toute une question, ça, mais vous faites la bonne chose, c'est-à-dire venir nous en parler. Puis, on est très préoccupés par la circulation qui grandit, là, qui est de plus en plus dense sur Gouin. Est-ce qu'elle est causée par ces interdictions-là à certaines heures de tourner à gauche sur Henri Bourassa? Il faudrait vraiment aller vérifier davantage parce que normalement, les gens vont plutôt à droite, là. Notre objectif, c'est vraiment d'envoyer le plus possible de voitures sur les grandes artères et non pas sur les rues locales. On est en réflexion sur Henri Bourassa, sur Gouin, pardon, Gouin-Ouest, Gouin-Est. La question dont vous avez parlé du partage de la chaussée avec la piste cyclable, qui c'est vraiment pas évident. En même temps, tout le monde fait attention, hein, on sait. Moi, je connais très, très bien ce secteur-là pour y habiter, moi aussi. Mais c'est vrai que la rue est de plus en plus achalandée, que ça nous préoccupe. Là, on est vraiment dans une réflexion globale de qu'est-ce qu'on fait là, avec Gouin-Ouest et Gouin-Est également, jusqu'au Pont-Vieux, par exemple. Et on essaie de le penser globalement. C'est quelque chose qui nous préoccupe et sur lequel on travaille actuellement. Voilà, donc maintenant, je vais voir avec nos services pour voir si la question de tourner à gauche, c'est la première fois qu'on m'en parle, là, je vous avoue, si ça pouvait amener davantage de gens dans nos rues locales. On va regarder ça de plus près, là, et on pourra vous revenir sans faute. Okay,
Ma question principale, c'est de savoir comment que je peux intervenir et à qui je m'adresse pour avoir un peu d'action dans ce dossier-là. Puisque nécessairement, j'ai parlé avec mes voisins, avec les gens qui sont là, dire, on fait une pétition, tout ça. Je pense qu'on n'est pas rendu là. Je pense que j'aimerais mieux avoir une intervention où je sais à qui m'adresser pour dire comment que ça se passe. Est-ce que je peux participer à quelque chose? Est-ce que je peux donner une opinion? Est-ce que je peux aider le dossier à avancer? Oui. Parce que l'été va revenir très vite, là, puis ça va être encore une source d'accidents, une source de problèmes potentiels. Oui, Madame Goulet. Alors, je vous réponds évidemment qu'on est en réflexion. On n'est pas encore à l'étape de la consultation, mais j'ai rencontré des voisins préoccupés comme vous sur Gouin, à l'est de Saint-Laurent, récemment. Et je vous dis, là, on est avec les travaux probablement qui s'en viennent sur le boulevard Gouin dans les prochaines années. Ça sera l'occasion de regarder l'ensemble de la question de la circulation dans le secteur et de consulter les citoyens à ce moment-là. Mais je n'ai pas d'échéancier, malheureusement, à vous donner pour le moment. Peut-être que M. Côté voudrait ajouter quelque chose sur Gouin? Non? Je pense qu'on a fait le tour de la question, puis comme le disait Mme Goulet, vous êtes au bon endroit parce que c'est important aussi que l'ensemble des élus et des services entendent ce que vous venez de dire et on peut vous dire qu'on partage vos préoccupations et c'est le point central du plan local de déplacement qui, lui, aura sur 10 ans des actions mises en œuvre